Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec SMAC l'assurance, Assurance des territoires, qui a lancé en lien avec notre sujet du jour en mars dernier une nouvelle offre de protection cyber SMAC spécialement conçue pour les collectivités territoriales en termes d'assurance et de prévention. Effectivement, en complément de ces contrats d'assurance, la SMAC développe une gamme de services et d'outils qui permettent aux décideurs territoriaux d'appréhender leurs risques et de mettre en place des plans d'action. Et SMAC l'assurance a notamment publié un guide sur la prévention des cyber-risques en partenariat avec le CNPP et l'AITF. Aujourd'hui, une cyberattaque a lieu toutes les 4 secondes. Le décor est planté. En 2022, en France, pour l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, le risque cyber s'est maintenu à un niveau élevé et les cyberattaques ont eu un coût de 2 milliards d'euros. En 2022, pour ce qui concerne les collectivités locales, 23% des rançongiciels traités et rapportés à l'ANSSI concernaient donc les collectivités territoriales et 10% les établissements publics de santé. On le sait aujourd'hui, l'impact de ces cyberattaques est multiple, multidimensionnel. Ils rompent dans un premier temps le principe de continuité du service public. Il a des impacts, ces attaques ont des impacts techniques, managériaux, organisationnels et humains. Nous en parlerons aujourd'hui. Néanmoins, il y a un espoir en 2023 puisqu'on sait qu'aujourd'hui la riposte s'organise en termes de développement d'une culture du cyber-risque et les ingrédients sont là. De plus en plus, les témoignages se partagent, les retours d'expérience sont analysés, le cadre juridique évolue et on parlera aujourd'hui aussi du cadre européen. Les outils se multiplient et les initiatives se développent. Développer une culture cyber, une culture du risque cyber, ça nous permet d'être résilients justement lorsqu'on est victime d'une attaque. Pour parler de cette culture cyber, 2 invités. Oriana Labruyère, à mes côtés dans le studio VK. Vous êtes avocate spécialisée en cyber-risque et RGPD, membre du cabinet La Robe Numérique Avocat. Vous êtes par ailleurs cofondatrice de l'association Commune Cyberdynamique et vous participez à la Cyber Task Force. Avec nous également Jean-Laurent Nguyen-Cac, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous, vous êtes directeur général du Centre interdépartemental de gestion de Grande Couronne depuis 1999 et vous avez été pendant plus de 15 ans membre et président de l'ANDCDG. Vous le savez, chères auditrices et auditeurs, que l'objectif premier de ces conférences en ligne est de répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à les poser via l'onglet questions de l'interface Livestorm en bas à droite de votre écran. Nos intervenants feront bien évidemment leur possible pour y répondre. Enfin, et comme toujours, nous vous rappelons que cette conférence en ligne est enregistrée. Un lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir et l'enregistrement sera mis en ligne. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'aborder la première séquence de cette conférence en ligne sur la gestion de crise. Alors, quand on est victime d'une cyberattaque, que se passe-t-il? Que vit-on? Et là, je me retourne vers vous, Jean-Laurent Nguyen-Cac. Vous me racontiez lorsque nous préparions cette conférence qu'un lundi matin, en février 2022, vous arrivez au travail, que votre DSI vous informe que vous avez été victime d'une attaque. Et là, vous m'avez raconté, vous nous disiez que à partir de là, c'est comme rouler dans la nuit en rase campagne et sans phare. Alors racontez-nous. Oui, effectivement, c'est un peu le sentiment qu'on avait, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive au bureau, mon DSI attend, il m'attendait, j'étais arrivé un peu en retard, et il me dit, t'as vu, on s'est pris un cyberlocker. Alors je dis bon, je sais pas trop ce que c'est un cyberlocker, mais j'ai une vague idée. Je dis bon, ok, il a pas l'air plus inquiet que ça, et il me dit écoute, voilà, c'est la fatalité, c'est comme ça. Je lui demande dans combien de temps il va régler le problème, et il me dit oh, ça devrait être réglé à la fin de la semaine. En fait, je vous donne cette anecdote parce que c'est pour bien vous montrer, je pense que en tout cas, c'est le but des multiples interventions que je fais sur le sujet à l'heure actuelle, c'est que
je tiens absolument à montrer de manière totalement transparente à quel point nous sommes dans une impréparation totale, surtout au niveau du public, et même, je dirais, dans une immaturité totale face aux cyber-risques actuels. À partir du moment où il me dit ça, si vous voulez, évidemment, vous parliez tout à l'heure, oui, vous parliez tout à l'heure des phares qui s'éteignaient d'un coup. Oui, effectivement, c'est un peu le sentiment qu'on a parce qu'on ne connaît absolument pas le périmètre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Puisque vous ne savez pas si devant il y a un précipice ou à côté s'il y a une montagne, vous arrêtez le moteur. Donc, on coupe tout. Et c'est à partir de ce moment-là que les ennuis commencent, parce qu'à partir du moment où vous coupez tout, vous prenez dans la figure d'un coup tout un ensemble de problèmes qui concernent en fait 4 grands domaines que je vais vous expliquer, et qui sont tous plus urgents les uns que les autres. Alors, il faut bien comprendre que votre ennemi, du début jusqu'à la fin, c'est le temps. Je vais m'expliquer là-dessus, mais c'est le pire ennemi, c'est le temps. Alors, vous avez 4 grands types de problèmes qui arrivent d'un coup et qu'il faut tous régler en même temps. Déjà, le temps, vous ne pouvez pas. Vous avez des problèmes techniques. Évidemment, vous avez tout coupé, il n'y a plus rien qui marche. Vous ne connaissez pas le périmètre, vous ne savez pas quel type d'attaque, vous ne savez pas ce qu'on vous a fait. Au départ, vous ne le savez absolument pas. Et vous ne savez pas ce qui marche pas, ce que vous pouvez continuer ou pas. Dans le doute, vous isolez tout le système et donc il n'y a plus rien qui marche. Ce qu'il faut déterminer, c'est ce que vous pouvez couper et ce que vous ne pouvez pas couper. Heureusement, nous, par exemple, il nous restait le téléphone parce que c'est un système à part. Donc, on ne l'a pas coupé. Le téléphone, c'est fondamental. On n'a pas d'autres moyens de communication à ce moment-là. Bon. Vous avez donc ce type de problème technique à régler tout de suite. Bon. Vous avez à côté aussi, et je dirais c'est comme ça que c'est fait en France, vous avez tout un tas de problèmes juridiques. Alors, je pense que Madame l'autre invitée, oui, elle viendra en parler aussi, mais enfin, globalement, très rapidement, il y a tout un tas de personnes que vous êtes obligé d'avertir. Par exemple, la CNIL, dans les 72 heures, vous êtes obligé d'avertir l'ANSSI le plus vite possible. Vous êtes obligé, évidemment, de poser plainte aussi à la police le plus vite possible, d'avertir votre assurance, si vous êtes assuré dans les 48 heures. Et puis, on vous conseille aussi, nous, très fortement, enfin j'anticipe un peu sur les leçons qu'on peut en tirer, mais de vous faire aider. Enfin, clairement, vous ne pouvez pas régler le problème tout seul. Donc, il faut contacter une société spécialisée qui va vous aider à faire un diagnostic, puisque c'est fondamental d'avoir des informations. Nous, on a pris Orange Cyberdéfense, qui est une des plus connues. On a pris aussi un cabinet d'avocats spécialisé dans les cyberattaques, parce que à ce moment-là, on ne connaissait pas le périmètre de l'attaque et on s'est dit, s'il y a eu une exfiltration de données, il y a tout un système de responsabilité qui se met en place. Je voudrais y revenir dessus tout à l'heure si vous m'y permettez. Et puis, on a même pris quand même une société de communication en tant que telle. Troisième domaine dans lesquels vous avez d'énormes problèmes à résoudre, c'est les problèmes de communication. Évidemment, tout le monde attend de l'info, info que vous n'avez pas. C'est très difficile de donner des infos que vous allez contredire 5 minutes après. Parce que là, il faut bien comprendre que vous êtes dans un système où chaque heure qui passe est pire que la précédente. Et ça va durer 2 mois comme ça. On va descendre, toucher le fond. Ça va mettre 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois à ce qu'on touche le fond avant qu'on commence à remonter. Donc, problème de communication, à commencer par l'exécutif de votre collectivité. Nous, c'est un président, ça peut être un maire, le bureau, évidemment, le conseil d'administration, mais aussi le personnel en interne. Il n'a plus accès à rien, donc il se demande ce qui se passe. Il voudrait savoir quand est-ce que ça va revenir.
Et puis, à partir de là, vous avez évidemment les collectivités. Alors, les collectivités qui sont nos clients, hein, on gère 1100 collectivités. Et puis, tout un tas de correspondants. On a 1000 correspondants dans à peu près toute la France. Il faut savoir que vous pouvez espérer, disons raisonnablement, si vous avez une bonne tête, vous pouvez espérer 15 jours de compassion. C'est-à-dire pendant 15 jours. Moi, personnellement, j'ai reçu tout un tas de coups de fil très sympa, de collègues, de DGS, enfin de tas de gens qui me disaient, mon pauvre, on est désolé pour toi, on n'aimerait pas être à ta place, on te soutient, courage, etc., etc. Bon. Et au bout de 15 jours, le ton change un peu. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, on dit, bon, ok, on a bien compris ce qui était arrivé, mais bon, nous, on paye. Donc, on voudrait savoir, bon, c'est pas de ta faute, hein, mais c'est encore moins de la nôtre, quoi. Donc, on voudrait savoir quand est-ce que vous allez rétablir un petit peu les services, là, parce que nous, on commence à être inquiets. Donc, il faut avertir tous ces gens-là. Il faut savoir qu'avec l'équipe de direction et le président, on a vu à peu près 700 collectivités en un mois et demi. Alors, beaucoup par visio, et on en a vu plein individuellement, selon le type de prestation qu'on faisait pour elles, à qui il a fallu expliquer, rassurer, et parfois donner des infos qui n'étaient que des suppositions, parce qu'on n'avait pas encore le rapport de diagnostic d'Orange Cyberdéfense qui a mis un mois à arriver quand même. Hein. Bon, dernier type de problème, les problèmes managériaux. Les problèmes managériaux, c'est terrible, c'est les pires. Moi j'ai vu les gens, les agents du service informatique passer les 3 premiers jours, on courait un peu dans tous les sens, hein, sans dormir. J'ai vu des agents pleurer devant leur ordinateur éteint parce qu'ils n'avaient plus accès à rien. On a été obligé de mettre en place une cellule psychologique. Enfin, pour certains, c'est traumatisant. Ce qui est énorme quand même dans ce genre de stress, si vous voulez, qui est extrêmement important, c'est voir comment les gens réagissent, quoi. Vous savez, c'est la règle des 3 F. En fait, vous avez freeze, les gens qui sont tétanisés, un peu les lapins dans les phares, quoi. Ils bougent plus, ils font plus rien. Bon, vous avez les gens, les flight. Flight, ce sont ceux qui fuient, c'est-à-dire ceux en gros qui pourraient dire bon bah écoutez c'est pas mon problème, moi je travaille pour une boîte, elle marche pas, j'en cherche une autre quoi. Et puis vous avez fight. Les gens qui se battent, et c'est là que on n'a pas eu de flight, hein, aucun. Ça, je dois rendre hommage à l'ensemble des agents du CIG, on n'a eu aucun flight. Mais on a vu des gens qui se sont révélés, quoi, et pas forcément aux endroits où on les attendait, c'est-à-dire c'était pas forcément des responsables. On a vu quelques responsables qui étaient figés, puis des agents qui trouvaient tout un tas de solutions qui relevaient pour certaines du système D. Hein. Mais finalement qui heureusement étaient là parce que qui nous ont permis de communiquer. Voilà un petit peu pour vous donner le contexte si vous voulez et un petit peu le sentiment qu'on peut avoir lorsqu'on fait l'objet d'une cyberattaque. J'insiste juste sur un dernier point, c'est que il y a 2-3 ans, on disait encore pour s'amuser, là, tout le monde se trouvait très malin à dire ah mais le problème c'est pas de savoir si on va être attaqué, mais quand. Aujourd'hui, c'est une phrase qui est totalement obsolète. On est attaqué tous les jours, tout le monde, par des robots qui cherchent des failles. Vous savez, quand vous recevez des patchs, quand vous recevez des mises à jour, que ce soit sur vos téléphones, que ce soit sur Windows, que ce soit sur Office, etc., ce sont des patchs qui corrigent des failles de sécurité. En fait, il y a des robots qui cherchent en permanence, qui vous attaquent, même peut-être pour certaines entreprises ou collectivités, plusieurs fois par jour. Ils cherchent des failles. Une fois qu'ils trouvent des failles, ils mettent, les hackers, s'ils le souhaitent, déposent des logiciels malveillants qui peuvent réactiver plusieurs mois après. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, le problème n'est pas de savoir si on va être attaqué, on l'est. Voilà. Et on l'est même plusieurs fois par jour. Merci Monsieur Nguyen Kak pour ce témoignage. Rappelez aussi, vous me disiez que finalement ces cyberattaques n'ont pas une évolution linéaire, mais avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on sera probablement dans une évolution exponentielle. Et je me permets, en transition avec l'intervention de Madame Labruyère,
de répondre à une question qui nous a été posée sur le fait qu'il n'y avait pas d'intervenants techniques aujourd'hui, d'ingénieurs en système réseau. Oui, le choix que nous avons fait, et vous l'aurez compris après ce témoignage, c'est vraiment de parler du développement de la culture du risque cyber et de mettre un focus sur l'humain. Hein, vous avez tous les deux insisté sur cet aspect-là lorsque nous avons préparé l'émission, qui est le maillon fort de cette culture cyber, et c'est vraiment la ligne de cette émission. Alors Oriana, Oriana Labruyère, je me retourne vers vous. Alors lorsqu'on est victime d'une cyberattaque, en tant qu'acteur public, quelles sont territoriales, quelles sont nos obligations, que doit-on faire? Alors là, on se passe au moment où il y a la crise. Il y a la crise maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être qu'on peut passer la slide parce que je pense que c'est important de le rappeler. Vous êtes plus seul. Déjà, c'est qui appeler. Je voulais absolument remettre la liste en région des CSIRT, qui sont donc Computer Security Incident Response Team, qui sont là en bon français, du coup, pour vous aider à répondre lorsqu'il y a un incident. Je pense que c'est très important déjà de prendre contact, de savoir où ils sont par rapport à la région, pour bien correctement les identifier, parce que la première des actions, alors là, c'est pas d'un point de vue juridique et vous l'avez dit très bien, c'est de couper. Alors, on coupe pas, on ne débranche pas la prise, mais on coupe du réseau. On se coupe de l'extérieur, en fait. Hein. C'est vraiment, faut pas éteindre les ordis, mais faut au moins couper du réseau, couper d'internet, pour que si ça circule en vase clos et ça ne puisse pas extraire de la donnée. C'est la première réaction et c'est peut-être la réaction sur laquelle il faut former et moi je vais beaucoup insister là-dessus. Faut former les collaborateurs, les équipes qui travaillent avec vous. Ensuite, on l'a déjà dit, enfin vous l'avez dit, on doit informer. Il y a des obligations légales d'information de l'ANSSI, de la CNIL et de l'assurance, évidemment. Posez-vous ces questions en amont, c'est-à-dire qu'une fois que l'attaque est là, que la situation se présente, c'est un peu tard. C'est-à-dire que comme on a un accident de voiture, on a un constat dans la boîte à gants. Donc là, on anticipe, on se pose la question, et mon macaron pour l'assurance, on est formé à ça, on a été sensibilisé à ça, aux bonnes réactions. Quand on a un accident de voiture, bah là, c'est la même chose. Je me mets pas à chercher les informations au dernier moment. C'est-à-dire quand vraiment, j'ai plus le choix parce qu'il y a la panique, la sidération, on l'a dit, qui font que on se perd, et donc avoir des éléments facilement accessibles, c'est pour moi essentiel. Donc dans les obligations légales, l'information à l'ANSSI dès que possible, et l'information à la CNIL si des données à caractère personnel sont impactées par la cyberattaque. Donc c'est pas dès que j'ai l'information que je me suis fait attaquer, c'est dès que j'ai l'information que je me suis fait attaquer et que ça a des conséquences sur des données personnelles. Donc c'est à ce moment-là que le délai se déclenche sur les 72 heures et l'obligation de faire une déclaration à la CNIL. Là-dessus, vous pouvez ouvrir une déclaration, ne pas la clôturer, et donc ça permet de gagner quelques précieuses heures ou jours pour la compléter après sur la partie notamment des volumes de données et du degré de gravité, et donc savoir si on va devoir dans le plan de communication prévenir les personnes ou pas. Ce sont des éléments qui peuvent arriver en temps 2, parce que on l'a très bien entendu dans votre témoignage, on est à occuper à autre chose. Il y a le feu, on doit arrêter le feu. Donc on doit pouvoir se dégager si possible du temps sur des éléments critiques. Et donc là, je dirais le niveau de détail attendu par les autorités, bah, parfois on l'a pas. On est toujours en train de le chercher. Le forensique, là ils sont au chevet du corps sans vie, et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment ça. C'est la médecine légale du système d'information. Qui m'a attaqué? Pourquoi aujourd'hui je réponds plus? Pourquoi j'ai plus mes données? Où est-ce qu'elles sont parties? Est-ce qu'elles sont parties? Comment je peux les récupérer ou pas? Ensuite, on a la fameuse question, et je pense que on l'aura sans doute, c'est la question de est-ce que je paye? Quand on prend un cyberlocker, donc quand on a un système qui est complètement verrouillé, ou qu'on a uniquement des données qui sont verrouillées, mais du coup on peut plus rien faire, et puis tout a été pollué, infecté, je dirais, bah la question c'est est-ce qu'on paye?
pour moi, la réponse est toujours non, parce qu'on va essayer c'est un financement déjà d'un comportement qui est quand même très terroriste. En plus, est-ce qu'on paye? Si vous payez, vous n'êtes pas garanti de récupérer vos datas. Et si vous payez, la prochaine fois, peut-être qu'ils reviendront parce qu'ils diront, ceux-là, ils ont payé. Donc, moi, j'aurais le conseil, en tout cas, de ne jamais payer. Donc ça, c'est vraiment dans les obligations très critique, c'est ça. Ensuite, vous avez parlé de l'information, vous avez expliqué que vous aviez pris un cabinet spécialisé en communication, donc j'imagine en communication de crise, et effectivement, l'information est une obligation. Il faut informer pour permettre à la chaîne des personnes pour qui vous prestez, mais aussi des bénéficiaires des prestations, des bénéficiaires tout au bout de cette chaîne, de savoir ce qui se passe, et d'avoir une vigilance augmentée. C'est-à-dire que même si on ne sait pas exactement le périmètre de l'attaque, avoir une communication qui soit une communication un peu vulgarisée sur le site, par exemple, vous disiez on n'avait plus accès à rien, on pouvait plus communiquer, on peut tout à fait, nous on trouve des moyens de communication, par exemple, sur des pages LinkedIn, sur des pages Facebook. Alors c'est vrai, et nous on le rencontre quand on accompagne des chefs d'entreprise ou des mairies, passer l'état de sidération, il y a aussi un moment un peu de honte, de dire ah mais on n'était pas blanc-bleu, ah mais comment je vais leur dire, ah mais comment je vais me justifier. En fait, on a été attaqué, on est victime. Et donc, se préparer sur cette communication, les éléments de langage qu'on va être d'accord ou pas d'accord de divulguer me paraît essentiel, parce qu'il faut prévenir, il faut informer l'extérieur pour dire attention, s'il y a un comportement malveillant, suspect, bizarre, ou une communication qui vient de nous, alors que là, nos systèmes d'information sont coupés. On ne peut pas vous envoyer de mail. Si vous avez un mail de nous, attention. C'est une information primordiale pour les tiers, pour vos clients et pour les clients finaux s'il y en a. Dans la chaîne complète, il faut cette information pour que là, les tentatives d'attaque par rebond soient coupées, en fait, soient rendues impossibles par l'information. Si je sais que mon prestataire ne peut pas m'envoyer de mail parce que il est hors service, si je reçois un mail, salut Martin, comment ça va? Au fait, pour mon devis, t'en es où? Tiens, je t'envoie mon bon de commande, est-ce que tu peux passer le paiement? C'est urgent. Si 2 heures avant, j'ai une communication qui dit on est complètement shut down, c'est impossible qu'on communique, ça me fait alerte, ça me donne une alerte. Donc, toutes les attaques en cascade vont être limitées. Il y a forcément des gens qu'on touchera pas, mais on aura limité. Donc pour moi c'est vraiment très important. Il faut informer, et même si je sais c'est délicat, il y a quand même cette idée que voilà, la culpabilité de la victime, on la voit dans les victimes de cyberattaques comme pour les victimes, je dirais, d'attaques classiques. Elle ressort à ce moment-là. Alors, Oriana, vous avez 2 questions et Jean-Laurent également une. Je vais les prendre maintenant parce qu'elles s'articulent parfaitement à vos propos. La première, c'est que sur les informations que vous nous avez données sur la diapositive, il manque des régions. Est-ce que c'est parce que ça n'existe pas dans ces régions où on peut trouver l'information? Alors, notamment la Bretagne. Oui, alors moi j'ai pris ça. La zone Bretagne. Alors j'ai récupéré cette information-là d'un document ANSSI. D'accord. Et comme j'ai pas mis la source, et bien je me tape moi-même sur les doigts. Je sais pas si c'est un document qui était fin 2022. Du coup, mea culpa. Mais par contre, je veux bien vous donner l'info avec A pour qu'on enrichisse le support et qu'on le mette en lien du replay. D'accord. Voilà, comme ça, alors, je m'auto-corrige. Également une question très très précise, enfin 2 questions très précises, et puis je reviendrai vers vous, Monsieur Nguyen Kak. Est-ce que l'organisation peut s'appuyer sur la norme ISO 27005 qui définit les lignes directrices relatives à la gestion des risques de sécurité? Ça, c'est une question quand même très précise. Et quel organisme alerté en cas d'attaque dans les DOM? Alors, dans les mêmes que... Alors, pour les DOM, je sais pas, effectivement, j'ai une question. Alors, je ne sais pas répondre pour les DOM. Il faudrait vraiment regarder si un CSIRT a été... mais je pense que c'est un peu tôt pour les DOM, mais il faudrait regarder. J'ai pas l'info. Et comme j'ai pas d'ordi là, je peux pas faire de petites recherches. Je me le note tout de suite. Et sur la norme, eh bien...
toutes les normes qui seront ISO et qui permettront, sur le périmètre de la mesure cyber, du risque cyber, sur la réponse à incident, tout permettra d'augmenter le niveau. Et donc, comme 27001, etc. En fait, tout ce qui va être sur le périmètre système d'information, réponse à incident, etc. En fait, oui, appuyez-vous dessus. Par contre, si la question sous-jacente, c'est une fois que j'ai répondu aux attendus de la norme, ça suffit, la réponse est clairement non. D'accord. Alors, Monsieur Nguyen Kak, avant de passer à la séquence 2, qui est justement comment on construit cette culture du risque cyber, on vous demande à combien s'élevait votre préjudice financier et avec du recul, si vous conseilleriez aux structures publiques de s'assurer sur les risques cyber en quelques minutes. Alors, à combien, on me pose souvent cette question, à combien s'élevait tout ça, je réponds pas à cette question parce que je la trouve pas totalement pertinente. Ça signifie rien. On est 320 ici au CIG. Si vous êtes dans une petite collectivité de 10 agents, ça n'aura pas du tout le même coût. Si vous êtes dans une grosse entreprise de 5000 agents, ça n'aura pas le même coût. Enfin, j'ai du mal à répondre à cette question. Par contre, en plus, ce que je veux dire, c'est que quand vous reconstruisez, parce que évidemment, le coût, c'est le coût de la reconstruction. Quand vous reconstruisez mieux. Vous reconstruisez pas évidemment à l'identique. Donc, dire combien ça a coûté de reconstruire mieux, c'est assez compliqué. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va consacrer entre 5 et 10% de notre budget informatique rien qu'à la sécurité. Voilà. Et je pense que ça devrait être la norme si dans un monde parfaitement informé, si vous voulez. Au moins entre 5 et 10%, plus proche de 10% d'ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il faut s'assurer? La réponse est oui, mais clairement oui. Il faut s'assurer, non pas pour vous faire rembourser les données que vous avez perdues ou qu'on vous a volées. Si vous perdez vos fichiers, vous en fichez d'avoir de l'argent. Ce que vous voulez, c'est vos fichiers. Donc, c'est pas du tout pour ça que vous vous faites assurer. Vous vous faites assurer pour la raison que je vous ai donnée au tout début, parce que votre ennemi, c'est le temps. Et que quand vous êtes attaqué, que vous avez plus Internet, que tous vos postes sont corrompus et que vous devez réinitialiser les postes, vous êtes obligé, sans compter, d'acheter 100 clés 4G. Vous êtes obligé, sans compter, d'acheter 20 ordinateurs pour pouvoir réinitialiser les autres, etc., etc. Votre ennemi, encore une fois, c'est le temps. Si vous commencez à compter, à dire combien ça va me coûter, combien dans le budget, etc., etc., si vous savez que vous êtes couvert par l'assurance, que les frais seront pris en charge par l'assurance, vous comptez pas. Et là, vous gagnez énormément de temps dans le rétablissement de la crise. C'est fondamental. C'est pour ça qu'il faut s'assurer. Maintenant, il faut pas prendre l'assurance pour ce que ça n'est pas. Aujourd'hui, je crois que toutes les offres, d'ailleurs, puisque je suis un peu au courant de ça, toutes les offres, en fait, qui sont en train de se préparer, parce qu'il va y avoir des offres cyber. Il y a eu une phase où les assureurs assuraient, le risque était à peu près nul, ça coûtait que dalle. Après, il y a eu une phase de rétractation, oh là là, c'est trop dangereux. Et puis là, aujourd'hui, ils sont en train de construire. Ça passe nécessairement par une prestation intégrée. L'assurance n'étant que la dernière carte. Ça commence par un audit, la mise en place de solutions techniques, surtout une politique, on y reviendra peut-être, de sensibilisation des agents, une politique de surveillance, une stratégie, disons, de surveillance, et in fine, une assurance en cas de cyber, non pas encore une fois pour indemniser la perte des fichiers, mais pour vous permettre de rétablir le fonctionnement du service public le plus vite possible. Merci. Alors, je vous propose de passer à la séquence 2. Vous vouliez peut-être ajouter un mot? Oui. L'intérêt de s'assurer, c'est qu'on doit répondre à un cahier des charges pour être assurable et que ça fait passer des marches. Voilà. Aussi. Merci de ce retour. Un autre, on vous demande également donc les références pour la Nouvelle-Calédonie. Donc je crois que on vous transmettra toutes les informations complètes sur cette diapositive. Et merci à vous de nous avoir sollicité de ce point de vue. Je suis contente, ça veut dire que cette diapo, elle est pertinente et que c'est une information intéressante.
Nous allons passer à la séquence 2, hein, le temps tourne, et ce qu'on souhaitait partager avec vous, c'était justement quelles leçons on en tire. On a bien évidemment commencé à les aborder, y compris les réflexes. Quelles leçons tire-t-on de ces cyberattaques pour se préparer et développer cette fameuse culture du risque cyber, donc prévenir et se préparer. Vous avez tous les deux dans vos témoignages commencé à aborder ce sujet. Avant de commencer, nous souhaitions vous proposer une question sondage qui nous permettra aussi de voir où vous en êtes sur cette culture cyber. Quels sont les principaux, cette culture du risque cyber, pardon. Quels sont les principaux freins à une culture du risque cyber dans votre organisation? Sont-ils financiers, humains, juridiques, liés à un manque d'information ou un autre point? Bien évidemment, vous pouvez répondre de manière multiple. Alors, en attendant d'avoir le retour sur cette question sondage, je me tourne de nouveau vers vous, Jean-Laurent Nguyen-Cac, sur la préparation à la crise. Et vous m'avez dit, se préparer à la crise, c'est ce qui va nous permettre de gagner du temps, en tout cas d'éviter d'en perdre lorsqu'il va falloir réagir en cas de cyberattaque. Alors expliquez-nous comment vous, après cette attaque, vous vous êtes organisé, vous vous êtes mis en mouvement pour vous organiser, sachant que nous avons ici une question sur les formations. Donc je ne sais pas si c'est le moment de la mentionner ou si nous prendrons cette question en fin de session. Alors, déjà, quand vous avez une cyberattaque, vous regardez comment ça a réagi en interne, comment ça s'est passé, enfin, quels sont les... Bon. La première des choses, de toute manière, c'est que, comme Madame Labruyère l'a très bien dit, il faut ne pas culpabiliser. Ça sert à rien de culpabiliser. J'ai passé mon temps à répéter aux agents, c'est vous les victimes. Bon, mais forcément, il y a une culpabilité ambiante, c'est clair. Bon, la deuxième chose, c'est qu'il faut être transparent. Il faut pas essayer de mentir. Le problème, si vous voulez, c'est qu'effectivement, vous pouvez, et notamment d'ailleurs, c'est le cabinet d'avocats spécialisé qui nous avait dit ça. Donc, quand on lui avait posé la question en lui disant, mais quel est le plus grand risque qu'on a? Et ce qu'il nous disait, mais vous savez, le plus grand risque, c'est pas vraiment sur la cyberattaque. Si vous montrez que vous avez fait tout ce qui était humainement possible, c'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les risques. Alors, je sais plus quel mot il avait employé, mais ça voulait dire les risques opportunistes. C'est-à-dire, en fait, des organisations secondaires qui profitent du fait que vous êtes affaibli pour dire « Ah, vous voyez, hein, c'est pas bien géré. Vous voyez, là, il manquait quelque chose. Ça fait longtemps qu'on vous le dit. » Bon, vous voyez, le plus grand risque, c'est ça. C'est les atteintes à la réputation des gens qui profitent de ça pour essayer de... ça peut être de l'opposition politique, ça peut être des tas de trucs. Mais c'est un peu ça le problème. Je me permets de vous interrompre une seconde pour vous donner les résultats de notre question sondage parce que je les trouve fort intéressants par rapport à votre intervention. Ouais. Donc, pour les personnes interviewées, je pense que ça va pour les auditrices et les auditeurs, pardon. Le risque humain, 34%. Le manque d'information, 29%. Les freins financiers, 21%, autres, 16%. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que juridique, on nous dit 0%. Et ça, je crois que ça vous parle, monsieur Nguyen-Cac. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis pas complètement d'accord avec tous ces chiffres. Enfin, je vais pas les chiffrer, mais je pense que dans tous ces domaines, il y a une carence. Dans tous ces domaines, y compris d'un point de vue juridique. Alors, le problème d'un point de vue, vous voyez, enfin, on manque de temps pour développer, mais quand vous avez une cyberattaque, si vous voulez, un des principaux problèmes, c'est le problème de l'exfiltration des données. Quand vous savez pas s'il y a eu des données exfiltrées ou pas, ça change tout. Si vous avez eu des données exfiltrées, non seulement vous avez l'obligation d'avertir tous les gens potentiellement concernés. Chez nous, ça représentait plusieurs centaines de milliers de personnes. Je ne sais pas si vous voyez qu'il faut avertir que leurs données ont potentiellement été exfiltrées. Mais en plus, si jamais ce sont des données sensibles et qu'il y a des conséquences, votre responsabilité pénale peut être engagée. Pour l'instant, elle peut être engagée de deux manières d'ailleurs, juridiquement, ou vous pouvez faire aussi l'objet d'une amende de la CNIL, hein, tout simplement. Donc,
si vous voulez, ça change tout. Je voudrais juste revenir sur les leçons qu'on peut tirer. Ce qu'on peut mettre en place, puis Oriana répondre. Ah là, j'ai une remarque là. On va allez-y. Alors, très rapidement, en fait, vous avez clairement, nous, on a regardé ce qui s'est passé, on s'est rendu compte que notre modèle managérial avait tenu. C'était déjà une grande satisfaction. Il fallait l'améliorer, mais il a tenu. Si vous voulez, on n'a pas eu de flight, on n'a pas eu de... Globalement, on n'a pas eu de défection, même si ça a été dur, hein, mais on n'a pas, il a tenu. Simplement, clairement, on a changé de culture. D'abord, on est passé, plutôt que dans la résolution de problèmes, on est passé dans la culture, dans le risk management, si vous voulez, dans la gestion des risques. Donc, tout de suite, établissement d'une cartographie des risques, pas que pour les cyberattaques, d'ailleurs, on sortait aussi du Covid, hein, vous ne pas oublier. Donc, plan de cessation d'activité, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous constatez que la messagerie, un vendredi soir, commence à déconner parce que vous avez des mails que vous ne recevez pas. Il est 8 heures ou 8 heures du soir. Vous le constatez, mais c'est déjà arrivé. Donc, vous dites, on va régler ça lundi. C'est exactement ce qui s'est passé. Et lundi, tiens, t'as vu, on s'est pris un cyberlocker. En fait, le plan de cessation d'activité, il dit, quand vous constatez ça, qui prévient qui doit être prévenu, qui a le pouvoir d'arrêter, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça le plan de cessation d'activité. Et personne ne l'a. On est totalement, on n'est pas préparé. Et pourtant, on avait une organisation plus sécurisée que la moyenne des collectivités. Hein. Bon. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place une organisation. Et ça, c'est très important aussi d'un point de vue managérial. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu mettre en place une cellule cyber dans laquelle il y avait le DSI, il y avait le RSSI et il y avait le DPO. Aucun des trois ne dépend des autres. Et cette réunion, c'est moi qui la préside. Ça a deux significations. C'est un, ils peuvent s'engueuler. Et moi, j'attends qu'ils s'engueulent, qu'ils ne soient pas d'accord sur la sécurité. Moins ils seront d'accord sur la sécurité, meilleure elle sera à la fin. Mais en présidant cette commission, qui se réunit tous les mois, je prends ma part de responsabilité. Vous savez, dans un problème comme ça, tout le monde demande, mais finalement, qui était responsable, etc. Il y a toute une chaîne, c'est flou. D'ailleurs, il ne faut pas chercher les responsabilités, vous perdez du temps, tout de suite en tout cas. Mais en l'espèce, là, clairement, je dis, voilà, la cellule cyber, on est tous responsables, et moi le premier. Bon, et d'un point de vue managérial, vous ne pouvez pas faire autrement. La dernière chose, et enfin, il y a plein d'autres choses, mais disons la dernière chose importante, c'est qu'on a mis en place une stratégie. En fait, la stratégie qu'on a prise, c'est qu'on a multiplié le risque pour en diminuer l'impact. Avant, on avait un site, on avait toutes nos données, donc on était sur un site, moins de risque d'être attaqué, mais par contre, si on était attaqué, vous avez accès à toutes nos données. Bon, là, on a fait exactement l'inverse. On a disséminé toutes nos données sur une multitude de sites, évidemment avec toutes les certifications pour les données sensibles, HDS, etc. Donc, en fait, on multiplie le risque, on est plus visible, disons, mais par contre, ils ont accès qu'à une toute petite partie des données, ce qui fait qu'en fait, le système qui est complètement bloqué, qui ne fonctionne plus du tout, normalement, ça ne devrait plus arriver. Voilà. Si vous avez encore un peu de temps tout à l'heure, je développerai. Si il nous reste du temps, on continuera à développer cette phase où on tire les leçons et on se prépare. Et là, je me retourne vers vous, Oriana Labruyère, parce que vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit, mais aussi donc nous parler de comment se prémunir et notamment sur un aspect très important. Vous me disiez qu'il est important maintenant de se préparer à la mise en œuvre de la directive européenne NIS 2, parce que là, c'est très clair, les obligations de résultat sont posées pour les acteurs publics territoriaux. Oui, alors justement, ça c'est la grande nouveauté de NIS 2, c'est d'inclure le périmètre collectivité territoriale, enfin en tout cas secteur public dans le périmètre qui n'est pas le cas de la première directive NIS. Et c'est heureux quand je vous entends parler de cellules de crise où vous présidez et où vous tranchez. Et ben c'est la bonne pratique à adopter parce que effectivement c'est l'obligation aussi pour le responsable légal. En fait, d'avoir sa part sur le sujet et c'est pour ça, et je trouve, alors je comprends la remarque qui disait oui, mais il n'y a pas de technicien autour de la table, et en fait là, je veux vraiment dire,
la cyber, c'est pas qu'une question de technique, c'est aussi une question humaine. Et quand on a bien formé les humains et que les outils sont là, eh bien c'est parfait. Mais quand on a que les outils, eh bien l'erreur humaine, elle existe et elle va laisser passer l'info. Il va y avoir une pénétration du système d'information. Les outils ne suffisent pas. Donc voilà. Donc c'est la prochaine fois peut-être avec un directeur technique. Mais tout là, à fait. en tout cas voilà, je suis heureuse aussi qu'on puisse parler cyber sans parler technique. On n'a pas jargonné, il n'y a pas eu de mots technologiques, donc on arrive bien et ça va faire le lien avec la question sur la formation, à parler cyber sans parler technique. Sensibiliser, oui, et oui. Parce que lorsqu'on connaît mieux le risque, eh bien, quand on est mal préparé d'un point de vue outil, eh bien, on arrive à mieux réagir. Donc, pour moi, et vous l'avez très bien dit quand vous avez dit, on s'est mis sur une culture de risque. Parfois, on n'a pas les moyens d'acheter des outils. Par contre, on a les moyens de sensibiliser les gens. Il y a des outils qui coûtent vraiment pas grand-chose. Sensibiliser, moi, j'adore faire ça autour de chouquettes ou autour d'un jeu. Voilà, les équipes de manière un peu ludique pour aussi enlever un peu la pression de ce sujet qui est quand même très anxiogène. On passe son temps à dire attention, on va tous mourir à cause des cyberattaques. Et puis, il faut pas être celui qui a mal cliqué sur le mail. Aujourd'hui, la culpabilité dans les organisations parfois, c'est attention, faut pas cliquer. Enfin, on doit. Vous disiez qu'il fallait inverser justement cette tendance, c'est-à-dire valoriser ce qui est fait par les agents. Exactement. Valoriser. Voilà. Quand il y a des remontées, quand il y a des remontées parce que ça a bien respecté la procédure, parce que quelqu'un a cliqué, mais il se rend compte qu'il aurait pas dû cliquer, remonter l'info. Bravo, merci de l'information, d'avoir pas caché, de pas avoir mis sous le tapis. Et là, je suis tellement d'accord avec les confrères que vous avez eu du cabinet d'avocats de dire ne cachez pas les choses, parce qu'effectivement, il y a la responsabilité pénale, vous l'avez dit, mais il y a aussi une responsabilité contractuelle. La garantie de l'intégrité, de la sécurité, de la confidentialité des données, c'est pas que dans le RGPD, c'est aussi dans les contrats que vous avez vis-à-vis de vos clients. Et c'est ce que vous attendez de vos prestataires. Donc, dire « Ah, j'ai eu une faille, mais j'assume, je suis en responsabilité, je déploie ce qu'il faut, etc. » c'est aussi ne pas commettre une faute dans le cadre de l'exécution du contrat. Donc, il y a pas que l'instance, il y a aussi la relation qui est à préserver. Et on a plus envie d'être avec des gens, même si je comprends qu'au bout de 2 semaines, ils vous ont un peu mis la pression en disant, oui, on comprend, vous avez été victime, mais maintenant, allez, on remonte sur... Je comprends, mais de ne pas avoir caché, c'est ne pas constituer une faute contractuelle qui est souvent un peu passée, qui est un peu passée, on va essayer de gérer ça en interne, etc. Et quand le poteau rose est découvert a posteriori, là, c'est effectivement toute la chaîne. Et puis là, il peut y avoir un dépôt de plainte du prestataire, du client envers vous pour la divulgation de cette information. Il peut y avoir aussi, après, vous pouvez avoir une sanction de dommages et intérêts au civil. Et puis derrière, effectivement, vous avez potentiellement une autorité qui peut venir mettre une sanction. Il y a beaucoup de sanctions sur le défaut de sécurité. Très récemment, vous pouvez regarder sur le site de la CNIL, il y a beaucoup de sanctions et elle le met d'ailleurs dans son rapport annuel qui est paru en mai dernier à l'occasion des 5 ans du RGPD. Elle rappelle les fondements et le fondement sécurité, manquement à la sécurité est très très prégnant. Donc je suis complètement d'accord avec vous, il faut faire attention. Par contre, le risque juridique est absolument pas nul. Par contre, est-ce que c'est un frein? Je suis heureuse qu'on soit pas un frein. Du coup, est-ce qu'on sera un sponsor? Est-ce qu'il faut considérer que les 0%, c'est parce que le juridique est un sponsor? J'aimerais bien, parce que effectivement, le juridique, c'est la gestion des risques. Et donc, constater un risque juridique et essayer de le couvrir, et que en plus, ces deux risques se rencontrent, ce serait vraiment top. En tout cas, l'obligation de sécurité aujourd'hui, c'est une obligation de sécurité, il y a aussi une obligation technique, mais il y a une obligation juridique qui se matérialise aujourd'hui dans les contrats, dans le cadre légal. On peut plus l'ignorer. Et vous vouliez aussi, vous me disiez qu'il y avait vraiment aussi un enjeu sur lequel il fallait se préparer en cas d'extraction non voulue, intentionnelle ou accidentelle des données. Monsieur Nguyen Kak l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Comment on peut se préparer comment on peut se préparer je pense, et vous l'avez très bien dit, en fait, c'est faire ce que vous avez fait a posteriori en amont.
voilà, c'est faire son étude de cas, un peu son cas de conscience. Voilà, comment est organisé mon système d'information? Est-ce que je peux faire une carto? Et même si c'est pas parfait, même si c'est pas hyper exhaustif, j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, mais je suis pas prêt parce que c'est pas exhaustif. Mais c'est pas grave. Commençons avec ce qu'on a, élaborer des raisonnements sur les informations dont nous disposons, et puis ça va tirer la pelote et ça va mettre des alertes. Ce que vous avez fait sur le fait d'isoler la data, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important. Et dans le cas du risque d'extraction, on voit bien que lorsque on a une data qui part, en fonction de sa sensibilité, et là je veux pas parler du RGPD, je veux parler de sensibilité de l'information au regard de l'organisation. Avant de parler du RGPD, il faut déjà se poser la question de où est-ce qu'on a mal si on appuie ici ou là. Est-ce que l'organisation va pouvoir résister en cas d'extraction de cette base de données? Est-ce qu'elle va pouvoir résister en cas d'extraction d'une autre? Est-ce qu'elles sont imbriquées? Si c'est imbriqué, est-ce que c'est indispensable? Et la plupart du temps, et j'en ai bien conscience, il y a une dépendance technologique qui est un coût financier lorsqu'on veut en changer, mais qui est aussi un coût humain parce on rentre dans des process de change management, etc. Et donc, changer les habitudes, c'est ce qui est le plus compliqué. Mais connaître la faille, savoir que là, on a un risque, ça permet simplement peut-être de réorienter la stratégie de gestion sur cet axe, parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire les investissements, peut-être financièrement, parce que technologiquement ça va être très compliqué. Ok, alors comment je fais pour augmenter le niveau de sécurité de cette zone-là? Le reste, ça attendra. Mais cette zone-là, c'est vraiment essentiel. Et ensuite, se poser la question, et vous l'avez très bien dit, de comment je vais continuer à discuter avec ma direction. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'échanger en étant en vase clos et qui permet de garantir la sécurité. Et il y a des champions français, on peut s'en féliciter sur cette question. Et je pense qu'il faut vraiment regarder ces outils qui sont pas des investissements lourds, mais qui permettent de garantir que si on doit se parler, on a un fil sécurisé, on va pouvoir se donner des documents, on va pouvoir parler avec les avocats, parler avec la communication, parler avec le forensique, on va pouvoir transmettre des gros volumes, on va pouvoir transmettre dans des fils sécurisés, et on va pas délivrer après non plus des informations à des tiers sans maîtrise. Alors, sur Nice 2, on aurait, j'imagine, de quoi faire 4 émissions, mais en 1 minute, vraiment, ce que nous devons savoir en priorité pour prévenir. Et j'ai une question il y a plusieurs questions, on va garder 10 minutes pour les échanges, notamment sur la constitution de votre cellule cyber, Jean-Laurent, sur laquelle on va revenir plus tard, avec les enjeux de formation. Donc, Oriana, Nice 2, les points à connaître. Ce que je veux juste rajouter, ce que je veux juste préciser sur Nice 2, on attend une loi de transposition puisque c'est une directive. C'est une réglementation qui vraiment implique les collectivités territoriales maintenant dans le périmètre de l'obligation de garantir la sécurité, c'est-à-dire vraiment là, on a une réglementation qui vient alourdir l'obligation. Pourquoi? Parce que la maturité des acteurs économiques et sociaux aujourd'hui ne peut plus être laissée entre guillemets de côté. Elle doit vraiment, et on l'a vu avec le Covid, on a eu un déploiement massif de la solution numérique. Aujourd'hui, et c'est ce que vous disiez, quand on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on a? On a le système D. Se poser la question de l'équivalent d'un plan blanc, c'est-à-dire comment je fais du zéro numérique dans ma commune, dans ma collectivité. Est-ce que j'ai au moins des services que je juge essentiels à la population, que je peux maintenir si demain il n'y a plus rien? Est-ce que j'ai un ordi qui est off de tout réseau sur lesquels il y a quand même un certain nombre d'éléments d'applications métiers que je vais pouvoir activer pour avoir quand même quelques services? Ces questions-là, ce sont des questions qui rentrent dans le périmètre Nice 2. Donc voilà, je vous invite au moins à aller regarder. Il y a des webinars de l'ANSSI sur Nice 2, c'est très intéressant, et notamment sur le changement de positionnement de l'ANSSI, puisqu'ils vont devoir rentrer dans une logique un peu différente d'aujourd'hui. Donc voilà, Très bien, ça nous permet de faire la transition sur la question des formations
on nous demande aujourd'hui qui met en place des formations pour les collectivités et je fais le lien parce qu'on vous pose la question, Oriana, de savoir s'il existe des jeux pour sensibiliser ou est-ce qu'on a des serious games puisqu'on en propose sur beaucoup de sujets aujourd'hui sur ces enjeux. Je ne sais pas si Jean-Laurent, vous en connaissez par ailleurs. Oriana. Alors, bon, formation et jeux. Oui, alors donc formation, il y en a beaucoup des formations cyber. La difficulté, c'est d'avoir une formation qui est adaptée à la population à laquelle aux acteurs qui sont en formation, parce que les niveaux de maturité ne sont pas du tout le même, et donc former, rendre fort plutôt que rendre sensible, rendre fort des agents qui sont par exemple à l'accueil, qui sont en contact direct avec le public, versus rendre fort former des techniciens, etc. C'est autre chose. Donc là, vraiment se poser la question. Ces formations, elles existent. Et là, je fais un grand salut au CNPP avec qui la SMAC travaille notamment, parce qu'ils animent et ils ont des formations sur ces sujets qui sont très pertinents. Donc voilà. Et puis après, là, je suis désolée, normalement, je ne fais pas ça, mais là, un peu d'autopromo parce que nous, on a développé un jeu de plateau pour rendre la question plus attractive, notamment pour les personnes qui sont en première ligne et avoir ces réflexes. Et donc, on a effectivement créé un jeu autour de la question de la donnée et de la cybersécurité. Donc, il y a vraiment, là, le premier acteur qui me vient, c'est clairement c'est CNPP sur ces questions. Merci. Jean-Laurent Nguyen, je me retourne vers vous sur est-ce que vous aviez repéré des formations qui vous semblaient plus pertinentes, enfin qui vous semblaient adaptées puisque vous avez vécu une cyberattaque. Et puis on vous pose la question, il faudrait que vous puissiez nous redire qui constitue votre cellule cyber. Oui, alors concernant les formations, enfin au-delà des formations elles-mêmes, parce que des formations on en trouvera toujours, même si elles sont un peu désuètes parfois, mais on en trouvera toujours. On est vraiment dans un problème de culture. C'est pas une formation qui va régler le problème. On a souvent souvent tendance dans le public, j'ai pas été formé, donc mais comme si une fois l'agent sera formé, ça va résoudre tous les problèmes. Non, c'est pas le cas. D'abord parce que vous avez du turnover. Parce que ça change tout le temps, parce que les hackers évoluent, parce que les logiciels malveillants évoluent, parce que les techniques évoluent. Regardez à quel point, à un moment donné, tout le monde disait « Ah, mais on les repère facilement, il y a plein de fautes d'orthographe. » Il n'y en a plus. Il y en a plus. Ils vous appellent au téléphone en se faisant passer pour votre banquier. Ça marche très bien. Donc, si vous voulez, comme tout ça évolue, c'est plutôt une logique, si vous voulez, permanente et récurrente de sensibilisation, et je pense que ça, c'est le bon mot, qui inclut des formations, mais pas que. Vous voyez, je vais pas vous donner de nom, je peux pas vous donner de nom, mais enfin, je connais des entreprises ou des collectivités qui ont fait l'objet d'une cyberattaque, qui ont fait une action de sensibilisation. Très récemment, là, on m'en parlait encore hier, de faux phishing, une campagne de faux phishing. Eh bien, vous avez 17% des personnels qui ont cliqué sur la pièce jointe, alors qu'elle avait fait objet d'une cyberattaque et était particulièrement sensibilisée pour des raisons commerciales au problème de cybersécurité. Donc, vous voyez, le problème, il va au-delà du problème de l'information. C'est une culture. Complexe à acquérir. Voilà. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de dispositif en interne. Vous avez dit que vous aviez mis en place un dispositif. Oui. Et je pense que ce qu'on oublie, et vous le dites très bien, quand vous dites qu'il y a du turnover, c'est inclure dans la prise de poste ces questions-là. Et la sensibilisation, pas à la cyber en général, mais à la cyber chez vous. À la cyber sur son poste, aux procédures en interne, pas un petit e-learning où on fait que les notions de base de la cyber. C'est il est où Jean-Michel que je dois prévenir si jamais il y a un incident. Ça, c'est important. Alors, Monsieur Nguyen Kak, merci. Revenons sur votre cellule de crise. Qui en fait partie? Alors, je rappelle que à l'issue de ça, si vous voulez, je vais vous dire.
Évidemment, quand vous avez une cyberattaque, très vite, et sous la pression d'ailleurs de personnes extérieures, vous êtes tenté de chercher des responsabilités. Encore une fois, si vous le faites, vous perdez du temps. Et voire, vous allez même vous passer d'une ressource hyper importante. Parce que si c'est le DSI qui est responsable et que vous le pointez du doigt, vous en faites quoi après du DSI ? Il est plus opérationnel tel quel. Plus personne ne va lui faire confiance, etc. Bon. Moi, j'ai pris le pas inverse. J'ai créé une cellule le plus vite possible dans lequel il y avait le DSI, il y avait le RSSI, c'est-à-dire un responsable sécurité, de la sécurité des systèmes d'information que j'ai recruté, et il y avait le DPO attitré du centre. L'idée, c'était de créer le débat. Vous savez, si tout le monde pense pareil, personne ne pense. Je crois que c'est Patton qui disait ça. En fait, moi, ce que je veux, c'est que personne ne pense pareil. Je veux qu'il y en ait un. Mais non, là, tu te trompes. Tu dis qu'il n'y a pas de femme, mais il y en a une. Vous voyez, bon. Et donc, je veux que ces trois-là s'engueulent en permanence devant moi pour que on puisse tout balayer, parce que la technique, c'est eux qui l'ont. Pardon, vous vouliez peut-être terminer sur la cellule, mais on a justement des questions sur ce sujet. Je les ai gardées. Il nous reste 5 minutes pour terminer notre conférence en ligne. On nous dit, ok, vous parlez des effets, des conséquences, mais pour cette auditrice ou cet auditeur, la cause, elle est très claire. Ce sont les systèmes d'exploitation Windows, l'absence de firewall, etc., l'absence d'antivirus. Pas du tout. Pas que. Alors, et autre point, et justement, je suis très curieuse de vos réactions à tous les deux, mais je pense qu'il fallait vraiment garder ces questions et les traiter. Donc, on nous dit, vous avez raison sur l'humain, mais la faiblesse principale, c'est le système d'exploitation. Non. Là aussi, un technicien va comprendre comment l'opposant va opérer et prendre les mesures défensives adéquates. Eh ben, je dis que c'est faux. Alors, Oriana, je vous laisse 2 minutes pour répondre et après, Monsieur Nguyen également, et nous clôt. Eh ben, il me faut moins que ça pour répondre. Je dis c'est faux. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais parler de collectivité territoriale, sujet que je connais un peu parce que je suis élue en collectivité territoriale. Quand vous faites une demande pour inscrire votre fils à l'école ou votre fille à l'école, quand vous faites n'importe quelle demande, on vous demande des papiers. Ces papiers, ils sont en clair. C'est-à-dire que je vais copier ma carte d'identité, je vais copier mon relevé d'impôt, je vais copier des choses. Je vais donc transmettre au système d'information des données en clair. N'importe quel technicien que soit, lorsque l'autorité dit « je veux des documents en clair », il prend des documents en clair. Alors, il va les mettre dans un bunker. Très bien. Est-ce que le bunker, ça va être suffisant? Aujourd'hui, on sait que non. Mais pourtant, on continue à demander des données en clair. Donc, en gros, vous mettez de l'or dans un coffre et vous dites à des gens, venez pas le chercher. Au bout d'un moment, ils viennent le chercher. Et les collectivités territoriales, c'est fabuleux parce qu'elles ont énormément de données en volume, en qualité. Il faut être très clair. Aujourd'hui, les collectivités territoriales ont un degré de qualité de données extrêmement élevé parce qu'elles ont toute la vie. Elles ont des données en clair dans des papiers qui sont réutilisés pour faire des usurpations d'identité. Mais n'importe quel technicien, ça, il y peut rien. C'est la demande initiale qui est de dire je veux des données en clair qui fait qu'aujourd'hui... Hiérarchique et politique, j'imagine. Voilà. Et juridique. Et juridique. Monsieur Nguyen Kak, sur cet enjeu du rapport aux techniciens. Alors vous dites que vous les avez bien évidemment mis dans cette cellule, mais sur cette approche qui est de dire que la cause, elle est technique. Non, la cause, elle est pas que technique. D'abord parce que dans l'immense majorité des cas, les attaques sont pas ciblées. Alors, je m'entends, elles peuvent être ciblées par secteur. Enfin, il faut aussi éviter de tomber dans le délire et le complotisme. Mais c'est vrai que quand vous recherchez, quand vous faites l'objet d'une attaque et que vous allez rechercher les adresses IP dans le dark web et que vous tombez sur des adresses IP russes, par exemple, évidemment, vous pouvez facilement tomber dans du complotisme, alors qu'en fait, techniquement, ça ne veut rien dire à cause des VPN. Donc, en l'espèce, les attaques ne sont pas ciblées, c'est des robots, si vous voulez. Il y a eu, je crois qu'il y a 160 groupes de hackers qui ont été répertoriés dans le monde. Ils utilisent des robots. Et avec l'intelligence artificielle, ça va être une progression exponentielle. Ils ne ciblent pas tout. On peut se demander pourquoi il y a eu autant d'attaques d'hôpitaux en pleine crise du Covid, essentiellement en Occident. On peut se demander pourquoi il y a eu autant d'attaques d'institutionnels
en Occident, en pleine guerre d'Ukraine? On peut se le demander. Ça mange pas de pain de se le demander. C'est intéressant, c'est marrant, ça fait faire du débat. Mais il y a absolument rien qui peut prouver quoi que ce soit là-dedans. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas ciblé, que sur le dark web, il y a quand même très peu d'entreprises russes qui sont attaquées. Hein. Mais globalement, bon. Bon, Alors, je vous donne, on a 30 secondes pour conclure, Monsieur Nguyen Quoc. Je vais juste vous donner un exemple. C'est vrai qu'il y a des failles de sécurité dans Windows. Nous, c'est une faille du serveur Exchange. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de mise à jour forcément. Vous avez 500 postes, il y en a toujours un qui passe à l'as. C'est vrai qu'il peut y avoir ça. Mais imaginez simplement une personne qui a sur son ordinateur ses mots de passe, qui se connecte automatiquement puisque c'est son boulot quotidien. Hein. Et on lui fracture sa voiture, il se fait piquer son ordinateur ou son téléphone, plus simplement. Eh ben, en fait, le hacker, il a accès à tout. Il a accès à tout le système, il a accès à sa messagerie, et à travers sa messagerie, il a accès à tous les autres, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est pas que Windows, ou ça peut être aussi de l'humain, et tout le but est de sensibiliser l'humain à ces données, quoi, à la préservation de ces données tous les jours. Écoutez, je vous remercie. Je vous propose de conclure sur ce propos qui nous renvoie au titre de cette webconférence, qui était justement de comment ensemble, donc avec tous les acteurs concernés et bien évidemment les techniciens, on peut mettre en place cette culture du risque cyber. Donc malheureusement, vous l'aurez compris, le temps qui nous était imparti pour cette conférence en ligne touche à sa fin. Nous devons y mettre un terme. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu réponse à leurs questions, sauf pour celles qui vous concernaient, Oriana, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Experts, qui vous permet de poser directement vos questions d'ordre juridique, et nous vous ferons parvenir les compléments de la liste que nous avons diffusée sur la diapositive tout à l'heure. Je tiens à remercier particulièrement Oriana Labruyère et Jean-Laurent Nguyen Quoc pour ces témoignages intérieurs de ce que l'on vit, de ce qu'il faut mettre en place, et ce retour à l'humain, ce qui ne veut pas dire que les autres acteurs ne sont pas impliqués, mais cet enjeu de conscientisation sur cette culture du risque cyber. Je remercie également SMAC l'assurance et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci beaucoup.